Silmar Autoville, votre détaillant de pneus pour véhicules classiques et antiques, vous souhaite un bon balado. Consultez leur site web au www.silmar.ca. Roule ton passé au présent. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Oui, encore une fois, au risque de se répéter, on va parler des courses. C'est pas que ça a changé tant que ça, mais il y a quand même des choses intéressantes à dire sur ce qui s'est passé. Tout de suite, l'ordre du jour de ce balado. L'ordre du jour des sujets est une présentation de Lester, le choix numéro 1 des amateurs de baseball et des casse-croûtes depuis 1931. Au stade, devant la télé ou entre amis, rien ne bat le goût authentique de nos hot dogs et de notre Spoke Meat. Nous allons parler évidemment des Blue Jays de Toronto et de leur dernière semaine, positif, négatif, on a joué pour 500. Également les Astros qui font du ménage au deuxième étage, ça c'est tout nouveau, tout chaud, ça brûle. Et dans la nationale, on va parler des Phillies également et des Diamondbacks d'Arizona qui doivent composer avec une certaine controverse à l'interne. Tout de suite les Blue Jays de Toronto, 3 victoires, 3 défaites. Moi, avant que la semaine commence, je ne sais pas si tu te rappelles, je l'avais dit, oui. On joue pour 500 contre Tampa Bay et New York à l'étranger. Ça va être une bonne semaine, c'est ça qu'on a fait. Je pense que c'est mission accomplie. D'autant plus, et là c'est dans les mains des Blue Jays, qu'on a le calendrier le plus facile de toutes les équipes qui se battent pour une place en série. Oui, mais tu as raison que c'était la grosse semaine. Ça, c'était la grosse semaine qu'il fallait être en mesure de faire membre exact, qu'il fallait être en mesure de compétitionner face aux bonnes équipes. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Donc, mission accomplie à ce niveau-là. Et je trouve que j'aille pas ce que je vois des Blue Jays. Je sais qu'il y a eu des changements, bon, mais il y a un petit peu de vie à l'intérieur de l'équipe. Tu vois qu'on... c'était amorphe une bonne partie de la saison. Hein. Tu en gagnes une, tu en perds une, puis là, tu savais pas trop ce qui se passait. Là, il y a un peu de vie. Là. Alors, effectivement, ils ont leur destin entre leurs mains, c'est-à-dire que là, on a un calendrier qui, soit dit en passant, n'est pas toujours facile parce qu'une équipe du baseball majeur, ça reste que... Regarde, on affronte des Royals, par exemple. 2 séries, je pense, contre les Royals. Mais c'est parce que les Royals en ont gagné 7 ou 8 de suite, là. Ouais. Fait qu'ils sont sur une bonne séquence. Alors, pas parce que la fiche que tu regardes ce matin puis tu dis, bon, la fiche est vraiment négative, ils sont sur une bonne séquence. Donc, ça ne sera pas facile, mais effectivement, les Jays semblent avoir le calendrier le plus avantageux parmi toutes ces équipes là, qui luttent pour une place. Je regardais un petit peu, moi, l'attaque. Écoute, Vlad est revenu en fin de semaine. C'est le Vlad de début de saison. Il n'y a toujours pas de circuit à domicile en passant là, depuis le début de la saison. Je regardais un petit peu les joueurs qui ont contribué à la cause. Et là, c'est la statistique sur laquelle je reviens souvent, ce qui s'appelle WPA, le Win Probability Added. Je pense qu'il prend un peu d'importance. Ça veut dire que tu as une présence au bâton. Bon, dépendant de ce que tu as fait, ce que tu as ajouté ou diminué la probabilité de ton équipe de gagner. Et ça, tu fais pour chacune des présences. Il y a un joueur qui est dans le positif, c'est Alejandro Kirk. Tout le reste, là, Marc, là, écoute, on est tous dans le négatif. Le pire, c'est George Springer. Clement est dans le négatif. Et Clement, ça moine au bâton, c'est correct, mais je pense qu'on l'a appris. Il n'y a pas beaucoup de buts sur balle, pas beaucoup de puissance, donc c'est pas accompagné par grand-chose. Évidemment, si tu frappes pour 400 comme il l'a fait en série l'année passée, tu vas aider ton équipe. Mais à 2,80, les Clement, puis avec une défense qui n'est pas aussi bonne que l'année passée, c'est plus difficile. Donc, Kirk est tout seul. Dans ce contexte, puis je suis d'accord avec ce que tu as dit, j'aime l'énergie qu'apporte Bateman. J'aime l'énergie qu'apporte McAdoo. J'ai aimé les présences de Cameron. Lui arrive de la Corée. C'est pas que c'était hyper spectaculaire. On parle d'un MPP de 800 et plus. Exact. C'est un gars qui a déjà... donc, il a eu un certain succès. Puis, j'haïs pas ça de les voir. Surtout Bateman. Puis moi, je me rappelle, on l'a acquis pour Gausman, là, dans le cas de Bateman, un des 2 joueurs qu'on a acquis. Quand on les avait vus, puis ma réaction, c'est de dire, ouais, ça n'a pas beaucoup de puissance, puis tu m'avais fait remarquer. Ouais, mais là, les Blue Jays cherchent des gars qui se rendent sur des buts. Parce qu'on est parmi les derniers dans le baseball majeur.
Puis j'aime la qualité de ses présences au bâton. Ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est. Je m'attendais pas à ce que Bateman soit rappelé aussitôt, d'ailleurs. Mais on se rend compte que l'année passée, les succès de l'équipe passaient par quoi, Alain? T'es sur les sentiers. Meilleure équipe, meilleure moyenne de présence sur les buts l'an dernier, en 2025, dans la saison régulière, Blue Jays de Toronto. Pire équipe en 2026, les Blue Jays de Toronto. Il fallait trouver des joueurs qui se rendent sur les buts. On a eu le débat de George Springer l'an dernier. Je me disais, je trouve qu'il ne devait pas frapper premier. Tu sais, Springer devait frapper un petit peu plus bas. Il apporte quand même une dimension d'un peu de puissance. On n'a pas été en mesure de le faire. Bon, ça s'est bien passé parce que Springer a connu une bonne saison, était capable. Mais là, tu voyais que cette année, on n'était pas à trouver un premier frappeur. Il n'y a personne qui se rendait sur les buts de façon régulière. Alors là, tu as des gars sur les buts. Ça peut aider Vlad, ça peut aider un peu tout le monde. Alors, c'est sûr que c'est fragile. Tu sais, de toutes les équipes qui luttent pour une place en ce moment, là, c'est très fragile, celle des Blue Jays, parce qu'on ne frappe pas beaucoup. On n'a pas de puissance. Puis c'est correct, là, parce que là, on va parler des Phillies tantôt, là. Mais j'aime l'énergie de ces joueurs-là. Les joueurs arrivent, ils veulent se prouver qu'ils appartiennent au baseball majeur. Fait qu'ils vont tout donner. Je ne dis pas que les autres ne donnent pas tout, mais je me questionne à savoir, on devrait peut-être préférer une couple de ces gars-là en ce moment. Si Springer n'est pas capable de jouer au champ extérieur, il n'apporte pas tant que ça à l'équipe actuellement. Non. Alors, peut-être qu'un repos, à un moment donné, une coupe de game sur le banc, ça va l'aider, mais là, il faut que tu joues pour gagner. Là. Il y a une petite fenêtre pour que les Blue Jays fassent les séries. Puis une fois en série, avec le personnel de lanceurs partant que tu as, tu peux faire un petit bout de chemin. Là. Schneider, le gérant, est un petit peu menotté, je trouve, avec Sanchez et Springer. Ouais. Tu comprends? Oui. Les deux, là, écoute, ils vont alterner probablement gaucher-droitier, dépendant qui lance là, comme frappeur de choix. Le problème, c'est que tu as les mains liées sur ce que tu peux faire en défense, sur ce que tu peux faire aussi dans ton utilisation des joueurs. Je sais qu'il y a quelques joueurs polyvalents. Bon, Josh Schmidt, là, malheureusement, est sur la liste des joueurs blessés. Ça vient contrecarrer peut-être les plans un peu des Blue Jays quand la façon dont tu peux utiliser tes frappeurs suppléants et tout ça. Nathan Locus particulièrement, là, tu veux qu'il frappe plus contre les droitiers. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y en a un trop entre Sanchez et Springer? Moi, c'est ça, je me demande là, sérieusement, là, parce que ni l'un ni l'autre en défense vont te donner quelque chose. Premièrement, Springer ne joue pas en défense, à peu près pas. Et là, dans le cas de Sanchez, on va se le dire, il coûte des matchs en défense. Est-ce que son coup de bâton est assez solide pour justifier le fait que ça se peut qu'en défense... Moi, ça me surprend. Moi, je m'attends... Ce gars-là, là, lorsqu'il est arrivé avec les Marlins, là, on disait que c'était ce qu'on appelle un five-tool player. Là. Courait, frappait, lançait. Il est arrivé quoi en chemin, là? Il frappe quand même. Bon, c'est pas un mauvais frappeur. Mais, écoute, il court pas. Sa défense est épouvantable. Écoute, sa lecture des jeux, je sais pas si c'est un manque de concentration, mais ça coûte des matchs. Et ça tu sais, on le voit de plus en plus, les équipes. Là. Regarde, Alain, la ligne du centre est revenue. Là. On cherchait des frappeurs. Depuis 3, 4, 5 ans, on revient avec des bons joueurs au milieu de l'avant-champ, un bon voltigeur de centre. Il faut attraper la balle. On a trop négligé la défense dans les dernières années. Puis là, ça vient nous rattraper. Alors que là, c'est ça. Alors, il faut prendre des décisions en conséquence. C'est pas facile. Tu as raison de dire que Schneider a les mains liées. Mais il y a quand même un peu d'espoir. Il y a toujours l'espoir que Vlad, à un moment donné... Je ne peux pas croire que ça va rester même toute la saison. Ça va passer par lui. Moi, je le dis depuis le début de l'été. Il faut que ça passe par lui. C'est sûr que sa présence dans la formation, ça fait une différence. Il suscite encore la crainte. Tu comprends, des équipes adverses. Ça paraît quand il n'est pas là. Mais là, regarde, il faut qu'il produise. Il faut qu'il y ait un minimum. Puis, c'est ça. On va se croiser les doigts. Et même en défense, je veux dire, l'équipe est tellement meilleure si lui est au premier but. Oui. Bon, parce que là, Okamoto, je l'aime bien comme joueur, mais là, ce qui est au premier but, là, je pense qu'Eminez, des fois, il hésite pour ses relais au premier. Oui, écoute, au Monticule, je déteste pas les bras qu'on a en relève. Moi, j'aime Fisher. L'aime beaucoup. On a Varland, Fluharty, c'est coup-ci, coup-ça, mais toutes les équipes, je pense, en relève, on le voit bien là, quand tu fais le tour du baseball majeur. Avec Rogers aussi, ça fait quand même. On est pas mal pris. C'est pas là le problème des Blue Jays. Miles aussi a un bon bras. Donc, on a quand même des éléments intéressants. Est-ce que Tiedemann va se joindre à l'équipe au mois de septembre? Est-ce qu'il va faire comme il savait l'année passée? Est-ce qu'il va donner un coup de main? On aurait besoin peut-être d'un partant de plus. Là. C'est pour ça que je te dis,
Il me semble là, qu'il manquerait un bras pour aller loin dans les matchs. Là. En tout cas, oui, mais c'est surtout, moi, au niveau de l'attaque. Ça va passer au cassé au niveau de l'attaque. Absolument. On va revenir avec la question de la semaine. C'est maintenant le temps de la question de la semaine. Vous avez envie d'une bonne pizza? Pensez à Crabtree Pizzeria qui vous garde depuis 54 ans. C'est la meilleure pizza dans la Naudière. Pour découvrir nos 5 succursales, consultez crabtreepizzeria.com. Cette semaine, on vous pose la question, est-ce que vous pensez que Bateman, McAdoo, Cameron, ce type de joueurs-là devraient prendre plus de place d'ici la fin de la saison pour les Blue Jays de Toronto? Ils amènent une belle énergie. Êtes-vous d'accord? Ou on préfère d'avoir encore les Springer de ce monde ou les Sanchez? Alors, répondez-nous, évidemment, sur notre page facebook.com/compte complet balado. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Cet été, vivez ou revivez la légende offerte par le Musée du baseball. Fernand Bédard, niché à l'intérieur du stade de Trois-Rivières. 18 panneaux géants racontent la riche histoire du baseball à Trois-Rivières à partir des tout débuts, en 1884, en passant par l'arrivée des équipes professionnelles en 1922, les prouesses de Peter Gray, ce joueur manchot, de la vedette québécoise Jean-Pierre Roy, de la visite de Jackie Robinson, des clubs écoles des Dodgers, des Yankees, des Phillies et des Reds, jusqu'aux équipes de la Ligue frontière d'aujourd'hui. Notre mur de la renommée souligne le passage des grandes vedettes sur le terrain, ainsi que les bâtisseurs et les visiteurs de marque qui ont donné vie au stade. Évidemment, on y trouve des centaines d'artefacts qui nous rappellent les grands moments de ces joueurs qui ont fait vibrer nos gradins. Un coup de circuit dans le passé, un coup de foudre sur le terrain, une partie des Aigles de Trois-Rivières et une visite du musée du baseball Fernand Bédard. Voilà le programme double incontournable de votre été. Encouragez vos jeunes à la lecture avec des histoires passionnantes sur le baseball. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur le site internet de Baseball Bob au www.baseballbob.ca. Notre profil, le jeune lanceur Cade Anderson des Mariners de Seattle qui a fait ses débuts en fin de semaine dans le baseball majeur, c'est le premier de la cuvée du repêchage de 2025 à graduer. Poser la question, Marc, si 2024 était pour être une anomalie ou le début d'une tendance dans le cas des repêchages. On va attendre avant de parler de tendance. Mais écoute, il a joué contre les Cubs de Chicago. Il est impressionnant, mais rendu au troisième tour, c'est aperçu que les frappeurs du baseball majeur étaient capables de s'ajuster assez rapidement. On prend des notes rapidement dans le baseball majeur, mais c'est quand même une bonne première sortie. Ouais. C'est pas évident lorsqu'on arrive dans le baseball majeur. Souvent, les lanceurs vont avoir un petit avantage parce que même si l'information circule rapidement, il faut le voir. Il faut le croire. Puis, effectivement, le troisième tour, on a commencé à savoir un peu ce qui se passait, mais bonne première sortie. C'est impressionnant. Repêché en 2025, faire ses débuts en 2026. Oui, diplômé de LSU, lui aussi, Louisiana State. C'est la même institution qui a donné Paulski, entre autres, les 2 premiers choix du repêchage de 2023. C'est tout chaud comme nouvelle. Une équipe qui est en première place de sa section décide de limoger le responsable des opérations baseball. Évidemment, c'est pas parce qu'on joue de la grosse balle, ce sont les Astros de Houston. Je trouve ça un peu bizarre, Marc, compte tenu des attentes envers les Astros de Houston qui n'étaient pas si élevées que ça quand la saison a commencé. Il me semble, selon la plupart des observateurs. Ouais. Bon, alors Dana Brown, le directeur général des Astros qui vient d'être remercié, là, c'est tout chaud, tu l'as dit. C'est le moment de le faire qui est un peu spécial. C'est pas le gérant pour changer, évidemment, la petite culture dans le vestiaire. Là. Bon, on vient de perdre une série contre les A's d'Oakland. On joue en bas de 500. Les Rangers viennent de nous rattraper, qui jouent, eux aussi ne jouent pas pour 500. C'est une drôle de saison dans l'américaine, mais là, de toute évidence, on n'allait pas renouveler son contrat. Son contrat venait à échéance à la fin de la saison. Bon, Dana Brown, il ne faut pas l'oublier, il y a une histoire derrière Dana Brown avec les Expos de Montréal. Alors, lui, il était dans l'organisation vers la fin des Expos. Mais c'est lui qui a suggéré fortement d'embaucher Alex Antopoulos à l'époque. Et Alex Antopoulos, rappelez-vous, là, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, là, il avait été embauché pour ouvrir le courrier de Vladimir Guerrero Senior. C'est comme ça qu'il a fait son entrée chez les Expos. Puis à un moment donné, quand il y a la porte là, de Fred Ferreira, et Fred Ferreira et Dana Brown travaillaient ensemble.
Et par la suite, Dana Brown, qui est resté dans l'organisation des Expos jusqu'au transfert à Washington, il était là jusqu'en 2009, responsable du développement des joueurs, du recrutement. Il a fait beaucoup de postes différents. Donc, une petite association, évidemment, avec les Expos. Donc, c'est plate de le voir partir ainsi. Alors, les raisons pour lesquelles on ne voulait vraiment pas renouveler son contrat, bon, les détails vont sortir dans les prochaines heures, prochains jours. Mais bon, il avait posé des gestes. Hein? C'est lui, je pense, qui avait engagé José Abreu, si je ne m'abuse, avec... José Abreu, c'est encore un très mauvais contrat. Il y a eu une couple de mauvais contrats. Bon, il y a eu la transaction avec Carlos Correa qui n'a peut-être pas donné aussi les résultats souhaités. Le contrat d'José Altuve, c'est peut-être pas lui. Mais là, il reste encore 3 ans au contrat d'José Altuve. Fait que là, on est rendu dans un petit cul-de-sac là, du côté des Astros. Là. Et c'est pas facile de travailler pour Jim Crane. Je peux juste te dire ça. Là, c'est un propriétaire un petit peu spécial du sud des États-Unis avec tout ce qui vient avec. Là. C'est un bonhomme terriblement exigeant envers les employés. Si tu t'en vas à Houston, bonne chance. Je peux juste te dire ça, celui qui va remplacer Dana Brown. Ceci dit, il n'y a rien de perdu pour les Astros, on est premiers. Mais est-ce qu'on va être capable de résister? Et aux Mariners, qui ne sont pas sortis, même si on ne joue pas bien. Et les Rangers du Texas, qui, eux aussi, là, c'est des hauts et des bas. Écoutez, c'est pas mal, hein? Il y a 4 équipes dans la Ligue américaine qui jouent pour 500 et plus. 4 sur les 15. On va parler des Yankees, justement, brièvement. Là. Bellinger qui revient. Ça va... On va espérer que ça va faire du bien parce que des Bellinger, on en a vu 2 depuis le début de sa carrière. Là. Quand il va bien, c'est un gars digne des meilleurs joueurs du baseball majeur. Quand ça va pas bien, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait dans la formation. Ouais. Donc, on espère... Il va faire du bien. Là, surtout qu'on a su que Stanton, c'était terminé là, pour la saison. Il y a eu encore un recul dans sa réhabilitation. Ouais. Bellinger peut apporter des différentes choses. Bon en défense. Évidemment, son coup de bâton, tu l'as dit, c'est une boîte à surprise. On espère que ça soit du bon côté. Il peut voler des buts. Bon bras aussi, comme voltigeur. Ça va aider. Parce que le problème chez les Yankees, en ce moment, c'est de marquer des points. Ouais. Alors, si son coup de bâton revient, je pense que ça va donner encore un air d'aller du côté des Yankees. Oui, il y a quelques joueurs qui vont quand même pas trop mal. Grisham, il connaît ses meilleurs moments de la saison. Tu le vois là, quand il est au bâton. C'est une menace constante. Ouais. Jones a commencé à mieux frapper. Donc, il y a des choses positives là, chez les Yankees qui sont presque assurés de se rendre en série de toute façon. Oui, bien exact. Ça va être par la porte de côté, là, mais parmi les équipes repêchées. À moins qu'on rattrape les Rays. Ce qui n'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. Ligue nationale, là, les Phillies, et là, c'est tout le monde qui met la main à la pâte. C'est pas juste Harper et Schwarber. Moi, là, ce que j'aime le plus dans cette belle séquence des Phillies, tu sais où je m'en vais avec ça, hein? Vas-y, on t'écoute. C'est qu'on n'a pas frappé de circuit. On marque des points autrement que la longue balle. Merci. Non, mais il y a d'autres manières de marquer des points dans le baseball, puis je suis content. Il y a eu une rencontre. À un moment donné, on a frappé un mur. Il y a eu une rencontre dans le vestiaire avec Don Mattingly, puis il a dit un instant. C'est Alex Agostino qui en a parlé. Là, il a dit, là, les gars, ça marche plus. Là. On frappe pas, on s'élance dans le vide. C'est des retraits sur des prises, des mauvaises présences au bâton. Et on est revenu un petit peu à la base. C'est quoi la base? Prends des tirs, aie un plan, frappe la balle du côté droit s'il y a un coureur au... Tu comprends? On est revenu à la base. L'attaque a explosé. Le nombre de tirs par présence a augmenté. Harper soutire un nombre de buts sur balle. Il accumule ça de façon, je veux dire... Alors, il se rend sur les buts. Il y a des gars sur les buts. Les gars se mettent à... Je sais pas, c'est un bon coup de fouette. Ça a réveillé tout le monde. Mais on était parmi les pires équipes en termes de puissance pendant cette séquence-là. Ouais. Alors, Schwarber est capable d'en frapper encore, mais on a joué au baseball. Le baseball, c'est pas juste des circuits, c'est autre chose. Puis là, je suis content que les Phillies le vivent. Ils vont être une meilleure équipe pour ça. Ils sont pas meilleurs en défense, mais au moins, ils vont marquer des points de cette manière-là. Et là, je les trouve vraiment dangereux. Ils sont tout près des bras d'Atlanta. Nola lance mieux. Et Painter est revenu transformé. Donc, on se retrouve avec 5 partants de qualité présentement. Voilà, Painter, qualité, donne-moi 3-4 autres de même encore avant de dire... Je suis d'accord. Mais oui, ça va mieux. Ça va mieux de ce côté-là. Un mot sur les Diamondbacks de l'Arizona. Là, c'est pas une très bonne semaine. On a quand même été positif depuis lundi. Lundi, c'est là où la crise de Ketel Marte a commencé. C'est pas présenté. Avait mal à un genou. Puis depuis, les griefs s'accumulent, on va le dire, là. Puis Alex Agostino nous en a parlé ce dimanche, écoute, là, il est sa liste des joueurs blessés. Oui, il était blessé à un genou. Il avait manqué le match de samedi. Donc, dimanche, il était revenu. On prévoyait l'utiliser comme frappeur de choix.
Puis il s'est pas présenté. Non seulement il s'est pas présenté, mais là, il est sur la liste des joueurs blessés. Puis là, on apprend que pendant sa réhabilitation, passe ses soirées au casino. Quelle sorte de bonheur que c'est? Non, mais là, je pense qu'il a posé le geste de trop. Parce que Tony Lovello l'a bien défendu, là. Dans le sens qu'après le match, lorsqu'il ne s'est pas présenté, je trouve que le gérant des Diamondbacks a été très, très bon. C'est un gérant qui prend soin de ses joueurs, qui va protéger ses joueurs. Il a protégé Ketel Marte. Il a dit, écoutez, on va trouver des solutions. Bon. Alors, ça semblait être un peu réglé. Le gars, tu l'as dit, tombe sur la liste des joueurs blessés. Puis pendant un match, ouais. On le voit au casino en train de gambler au casino. Fait que là, c'est comme, attends un petit peu, là, ça marche pas, là, cette affaire-là. Donc, moi, je pense que ça pourrait être la sortie de Ketel Marte. Puis c'est pas une bonne réputation, là. Oui, c'est un bon joueur de balle. Ouais. Mais là, est-ce que tu veux un gars de même dans ton équipe? En tout cas, je trouve ça dommage parce qu'ils sont tout près, les Diamondbacks, une place en série. Puis là, soudainement, les Phillies jouent bien, les Padres jouent bien. Il reste pas de place pour les Diamondbacks. Alors, je trouve que il n'y a jamais un bon moment pour ce genre de choses-là, mais lui, il a été vraiment mal choisi. Oui, puis juste faire un parallèle, là, il y a un gars avec les Yankees là, qui est sur la liste des joueurs blessés depuis, ça fait 2 mois, là, Aaron Judge. On le voit sur le banc des les Yankees jours. À chaque match. Ouais. Pas compliqué, là. Donc, ça, c'est un vrai bonheur. Puis juste dire jusqu'à quel point les Diamondbacks sont dans le trouble, là. Juste te dire que Fernando Tatis s'est rendu à 17 coups de circuit. Il y en avait 0 au mois de juin. Lui, s'est mis en marche. Oui, et peut-être qu'il pourrait partager sa recette avec d'autres, mais effectivement, non, ils sont très dangereux à suivre, les Padres. Là. Exact. La carte de baseball de la semaine est une présentation de card-depot.ca, votre détaillant de cartes sportives et non sportives, avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote de satisfaction parfaite de 100%. Tony Fernandez, la carte 1985 de la série OPC numéro 48. Il est devenu en 85 l'arrêt-court régulier des Blue Jays de Toronto. Il a remplacé Marc, ton cousin, Alfredo. Oui. Alfredo Griffin. Donc, frappeur ambidextre. Écoute, il était d'une fluidité. Tony Fernandez, plusieurs séjours avec les Blue Jays. Et Marc, tu dois côtoyer d'assez près. Ben, écoute, c'est une petite histoire rapide à raconter. En 88, je cherchais à signer un contrat professionnel. Les Blue Jays m'invitent à Toronto. Et je frappais, je courais, tout ça. Puis à un moment donné, j'étais un voltigeur. En fait, j'étais un receveur qui était transformé en voltigeur. J'avais jamais vraiment joué à l'avant-champ. Et Jimmy Williams, qui était le gérant des Blue Jays, il me lance une petite bête d'avant-champ. Puis il dit, va prendre des roulants à l'arrêt-court. Moi, je regarde, je dis, ouais, c'est parce que Tony Fernandez est là. Il dit, tu vas prendre des roulants avec Tony. Fait que là, tu parles de fluidité. Moi qui n'ai jamais joué à l'arrêt-court, fait que j'essayais de faire le mieux. Pas de limiter, évidemment, puis c'était impossible de limiter. Mais j'avais un bon bras. Fait que j'essayais de montrer mon bras. Mais ce qui était encore le plus impressionnant, c'est que je lançais à qui au premier but? À Fred McGriff, qui est au temple de la renommée aujourd'hui. Alors, mais j'ai des bons souvenirs parce que Tony il me disait, oh, you have a good arm, you have a good arm. C'est la seule affaire que je pouvais être un peu pas pire là, comparé à sa fluidité. Mais ça a été un beau contact que j'ai vu avec Tony. Puis écoute, de voir de près, saisir ces balles-là. La balle restait, écoute, une fraction de seconde dans son gant, puis il lançait ça au premier but. C'était vraiment impressionnant. L'horaire des matchs télévisés à RDS est une présentation de Lester, maître des hot dogs et du smoked meat depuis 1931. Que ce soit pour un match, un barbecue ou un simple festin en famille, Lester est toujours au rendez-vous, disponible chez votre épicier préféré. 4 matchs cette semaine, oui, 4. D'abord, lundi, les Rays contre les Tigers à Détroit à compter de 18h30. Mercredi, les Braves d'Atlanta vont accueillir les Dodgers de Los Angeles à 19h, les 2 matchs à RDS. Et programme double ce dimanche 30 août. D'abord à 16h, les Phillies contre les Angels en Californie. Et à 19h, les Reds de Cincinnati vont affronter les meneurs de la centrale de l'Américaine, les White Sox de Chicago. Les 2 matchs à RDS 2. Merci à notre grand partenaire Plan de match, boutique de baseball à Boucherville avec cage de frappeurs, cours privé et monticule d'exercice. Une deuxième adresse à Jonquière. Visitez leur boutique en ligne à boutiqueplandematch.com. On retrouve Jean-Michel Arsenault pour la section web de ce balado. 2 sujets fort intéressants aujourd'hui. Et là, tu m'as surpris, Jean-Michel. Semble-t-il là, les Cubs ont des ennuis avec un des édifices qui entourent le Wrigley Field. Moi, je pensais que les Cubs avaient fait l'acquisition de tous les édifices autour
pour avoir évidemment la mainmise sur les sièges qui sont sur le dessus là, et sur les appartements qui donnent sur le Wrigley Field. Mais semble-t-il que c'est pas tout à fait le cas. Non, effectivement, Alain, il en reste un dernier. Fait que la petite histoire, en 2004, t'as les Cubs qui avaient eu une entente dans laquelle ils donnaient 17% des revenus. En fait, ils récupéraient 17% des revenus de tous les propriétaires qui avaient ce qu'ils appellent les rooftops sur Waveland Avenue puis Sheffield Avenue. Puis en 2009, quand les Ricketts ont acheté l'équipe, ben, ils ont aussi commencé tranquillement à promouvoir un empire immobilier autour du stade. Fait qu'ils en ont acheté 13 ou 14. Il semblerait-il qu'il y en aurait un qui aurait fermé, mais il en reste un dernier. Puis l'entente qu'il proposait à cette personne-là, c'était de récupérer 50% des revenus. Puis ben il y a un gros litige en ce moment, ça s'en va vraiment dans les hautes instances, c'est une poursuite pour plusieurs millions de dollars et ça va des deux côtés depuis un certain nombre d'années parce qu'on dit qu'on n'avait pas donné les montants comme il faut. L'entente avec la famille Ricketts n'aurait pas donné exactement les montants qui étaient dus. Fait que c'est quand même un très très c'est un petit peu absurde, un peu comme débat, parce que, ben, veut pas, la famille Ricketts qui possède l'équipe, ben, elle se dit, moi, je paye des masses salariales de plusieurs millions de dollars pour donner un spectacle, puis t'as le propriétaire qui se dit, ouais, mais moi, c'est ma vue chez nous, je peux faire ce que je veux. T'as l'équipe qui menace de mettre des tableaux indicateurs devant, puis rappelons-nous que c'est exactement ça qu'ils ont fait pour avoir la possibilité d'acheter tous les autres. Ils en ont mis un tableau indicateur qu'ils ont déplacé par la suite. Fait que tu sais, c'est une technique où tu possèdes le stade, si tu veux bloquer la vue, ben ils l'ont fait, puis ils ont réussi à racheter les gens pour moins cher probablement. Après, fait que c'est quand même malicieux, mais je suis allé voir souvent des matchs des Cubs. J'aime beaucoup Wrigley Field, même si c'est comme à l'intérieur du stade, c'est petit, c'est vieux, mais j'aime que ça sente le baseball, vraiment la nostalgie du baseball. Puis ça fait un petit peu partie de ça, les rooftops. Fait que moi, je me demandais, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'une équipe ça possède aussi la vue sur leur match ou autour? En tout cas, 50% semble être un pourcentage populaire aux États-Unis. Le tableau indicateur qu'ils ont fait au champ droit, là, qui est immense. Qui est immense. Là, je pense qu'on l'a grossi un peu, là, parce que je ne sais pas s'il y avait des litiges du côté droit, là, du côté du champ droit, mais toujours est-il que, écoute, c'est un stade construit dans un milieu urbain. On a fait beaucoup de modifications au cours des dernières années, surtout devant le stade. Hein? Ça a été bien fait. Mais tu sais, c'est la signature du Wrigley Field. C'est les fameux rooftops, comme tu dis, Jean-Michel. Je sais pas. Je peux pas croire qu'il ne peut pas avoir un terrain d'entente. Là, parce que tout le monde bénéficie évidemment de l'achalandage, mais je peux pas croire qu'on ne pourra pas trouver un terrain d'entente. Ça me fait penser au village gaulois, le dernier qui résiste à l'envahisseur, là, qui n'a pas encore vendu, là, peut-être parce qu'il n'a pas eu son prix. Mais écoute, les deux sont éventuellement sont faits pour s'entendre, là. Mais c'est juste que, comme tu le mentionnais, ce sont des vieux stades, un peu comme le Fenway Park, et les stades ont été conçus selon l'espace qu'il y avait disponible. C'est vrai. Tu comprends? Oui, là, on n'avait pas le contrôle là, sur... tu sais, bon, oui, je vais avoir des stationnements de ce côté-là. On n'avait aucun contrôle là-dessus. Ben, c'est pour ça qu'un monstre vert a Fenway Park. Ben, c'est ça, exactement, pour avoir un minimum de distance. Et là, je compare ça un peu quand tu t'installes à côté d'un terrain de golf puis tu te plains qu'il y a des balles de golf sur ton terrain. Là. Je veux dire, c'est... l'édifice est là. Quand tu as acheté l'équipe des Cubs, ben, tu les avais, les édifices, puis je m'excuse, mais c'est pas de la faute des gens qui habitent là s'ils ont une vue sur le Wrigley Field. Tu comprends? Là, évidemment, le litige, c'est le fait de faire de l'argent avec ce qu'il y a là. Ouais. Mais si j'étais propriétaire de ces édifices-là, ben, j'essaierais peut-être d'en profiter moi aussi. Puis, là, mais est-ce qu'il y a un droit d'auteur là-dessus? Je ne suis pas un spécialiste en la matière. Je dis juste que j'ai l'impression que tout le monde se mérite là-dedans. C'est comme les prochaines négociations entre l'association des joueurs et le baseball majeur. Là, tout le monde fait de l'argent, mais on ne sait pas comment la distribuer comme du monde.
C'est un peu ça. Là. C'est un peu ça devenu Exactement. de l'histoire. Puis c'est ça, je trouve ça un peu absurde et amusant en même temps. Là. Ben, absolument. Puis tu sais, il y a tellement de cas où tu as des commerces qui sont situés proches de que ce soit une équipe ou une instance culturelle qui attire beaucoup de trafic. Puis là, ben, on fait comme, ouais, ben, je voudrais faire une partie du revenu que je t'amène finalement. Là. Fait que tu sais, c'est louable de le demander, mais là, d'aller dans des gros cas de poursuite, c'est tough. Puis tu sais, comme c'est le dernier que la famille Ricketts n'a pas réussi à s'entendre avec, ben c'est peut-être qu'ils essayent d'y aller un petit peu en approche coup de grâce à la fin, parce que c'est quand même très dispendieux là, de se défendre aux États-Unis. Fait que, en tout cas, dans tous les cas, moi, je suis allé sur un rooftop voir un match et j'ai bien aimé ça. Ça devait être nourriture tout inclus. Puis le propriétaire a décidé, après la 3e manche, les Cubs menaient quelque chose comme 11-1. Puis il a décidé que c'était alcool inclus aussi à partir de ce moment-là. Alors, voilà. c'était quand même pas un mauvais moment. Donc, déjà beau que tu t'en souviennes. Oui, c'est ça. Bon, je n'exagère pas. C'est dans la modération, mais j'étais content de ne pas avoir eu à les payer, ces consommations. Oui. Bon, là, on a une question, moi et Marc. Là. Les Dodgers sont-ils à vendre, oui ou non? Là? Ouais. Ben, c'est pas facile en ce moment pour le propriétaire Mark Walters. La réponse officielle, c'est non, les Dodgers sont pas officiellement à vendre. Rappelons-nous un petit peu le personnage. Le Mark Walters possède le géant financier Guggenheim Partners. C'est un homme d'affaires qui a toujours été quand même discret, même on peut considérer comme un fantôme médiatique, mais qui a eu une agressivité financière quand même assez démesurée. Puis sa manière de faire de l'argent, c'est qu'il utilise l'argent qui est issu de ses compagnies d'assurance pour financer des achats d'actifs sportifs et immobiliers majeurs. Fait que c'est c'est pas le seul à utiliser ça, mais ça lui a permis au fil des années d'acquérir les Dodgers, les Lakers à une certaine époque, le Chelsea FC dans la Premier League, le Spark de Los Angeles dans la WNBA. C'est lui qui a aussi lancé la Ligue professionnelle de hockey féminine. Fait qu'il c'est quelqu'un qui est quand même très, très, très impliqué, mais en ce moment, il y a un besoin d'urgent de liquidité. Puis tu sais, des fois, ce que tu possèdes, tu peux pas le transiger parce que ça a une valeur, mais c'est pas de l'argent. Puis là, en ce moment, son enjeu, c'est vraiment là. C'est ce qui l'a conduit à, on va appeler ça liquider ses participations qu'il a pu avoir. Du moins, on sait pas si en tout ou en partie, mais on sait que c'est une bonne partie de ses participations dans les Lakers pour récupérer des sous, parce que c'est pas un petit pactole qui lui est demandé, c'est 21 milliards de dollars. Rappelons-le, là, c'est pas juste des équipes sportives, il y a aussi un gros, on va appeler ça, d'après moi, il y a beaucoup de portes. Fait que il est en train de regarder, voir qu'est-ce qu'il peut faire là-dessus rapidement, mais on lui met beaucoup de pression, puis tu sais, quand on possède des... on va se le dire, là, c'est pas évident de vendre des participations dans des équipes, c'est des choses qui se négocient sur le long terme, c'est ce qu'il n'a pas. Puis ce qui lui était reproché, là, le 21 milliards de dollars, c'est que dans le fond, c'est issu de tout ce qu'il y a eu comme relation, en fait. Il s'est fait ce qu'on appelle en anglais là, du self-dealing. Fait qu'il s'est passé de l'argent de ses compagnies d'assurance directement pour ses actifs, puis ça l'a pas laissé les bonnes traces qu'il fallait que ça laisse. Fait que là, en ce moment, il y a beaucoup d'instances auxquelles il doit de l'argent qui remontent vers lui. Là. Puis il y a même le FBI qui a saisi jusqu'à son téléphone, son ordinateur dans les dernières semaines. Donc ça devient quand même quelque chose qui est très, très, très dur. Rappelons qu'en ce moment, il est en train d'essayer de revendre ses parts dans le Chelsea FC. Fait que ça complexifie quand même pas mal la donne pour lui. Mais son joyau, c'est vraiment les Dodgers. Donc, soyons rassurés. Ça les place quand même dans une situation précaire. Puis là, les Dodgers, on va se le dire, ont changé un peu le portrait du baseball avec les dépenses, puis les contrats d'Ohtani, puis
Carl Tucker là, au cours de l'hiver dernier. Tu as l'impression que chaque fois qu'un joueur devient un joueur autonome. Puis là, on s'en va en pleine négociation, Alain, en plus. Il peut avoir une influence là, sur la suite des choses là, avec ce qui se passe avec les Dodgers. Oui, puis ce que tu viens de me dire, là, juste d'accoler le mot FBI envers le propriétaire, là, les propriétaires dans le baseball majeur sont assez frileux sur ce genre de choses. Ah, tout à fait. Puis, tu sais, ça ne sera pas un enjeu de est-ce qu'il va devoir se départir des Dodgers. Mais ça peut effectivement avoir, tu sais, rappelons que c'est une masse salariale, on s'entend, qui est très, très, très grande, mais au-delà d'avoir une grande masse salariale, c'est les actifs dus sur une très longue période exact. Aussi. Ouais. Donc, tu sais, ça se pourrait qu'à un moment donné, il y ait des choix ou peut-être à un moment donné des décisions qui soient faites. Tu sais, je veux dire, c'est déjà arrivé que des propriétaires ne pouvaient plus nécessairement se permettre les masses salariales qu'il y avait. Donc, il y a des transactions des fois qui peuvent être faites. Rappelons-nous que c'est une équipe qui développe très bien. Encore aujourd'hui, c'est un des... le réseau de filiales est un des meilleurs. Ouais. Donc, tu sais... Ça n'empêche pas les Dodgers, comme tu le dis, Jean-Michel, de développer, de bien repêcher, de bien encadrer les joueurs actuellement, d'avoir des départements là, spécifiques de statistiques avancées puis de données. On fait les choses vraiment là, première classe là, chez les Dodgers. Mais là, ça vient quand même, je trouve, moi, changer un peu le vocabulaire. Parce que les propriétaires des Yankees et même à la limite des Mets qui disent « Hey, un instant, il va un petit peu trop loin », il y avait peut-être un message là-dedans là, qu'il fallait... Non, mais tu comprends? Oui. Ben oui, puis c'est comme il a marqué d'une manière indélébile là, la manière qu'on dépense dans le baseball professionnel. Fait que c'est sûr que bon, il y a des langues sales qui disent qu'il y a des petits marchés qui se réjouissent un petit peu de ça. Moi, je pense pas que c'est une bonne chose parce que l'argent qu'il fait, il en redistribue quand même une partie. Là. Fait que c'est sûr et certain que c'est pas bon pour l'image du baseball, c'est pas bon pour lui. Il y a des répercussions. Là, est-ce que ça peut avoir une répercussion même au niveau de la PWHL, qui est une toute petite propriété. Là. C'est du pocket change pour lui dans son portfolio, mais est-ce qu'à un moment donné, ça peut mettre de l'ombre sur tout ça? Peut-être. Est-ce que ça va limiter à un moment donné ses potentielles acquisitions? Ça va influencer. Ça va vraiment influencer, peu importe d'autres propriétés. Ça ne pourra pas rester de même, ça c'est certain. Ouais. Si on trouve la Coupe Walter, ça va aider là aussi. Là. Ça, c'est bon. Oui. Ça pourrait aider. Et je ne suis pas sûr qu'il trippe bien sur le contrat de Carl Tucker actuellement. Mais ça, non, et puis d'Edwin Diaz, on pourrait ajouter. C'est pas ses deux meilleures acquisitions. Jean-Michel, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est un dossier qu'on va suivre parce que j'ai l'impression qu'on pourrait s'en reparler. Bonne semaine, Jean-Michel. Merci. Bonne semaine, messieurs. Jean-Michel Arsenault qu'on retrouve chaque semaine. Voilà ce qui complète ce balado. Il reste encore 5 semaines d'activité dans le baseball majeur. Ça promet d'ici la fin de la saison. Alain Usereau, Mark Griffin, merci de nous suivre fidèlement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay. Fier partenaire de votre passion.